Au niveau européen, dans le travail que je mène avec mon équipe, il nous a été précisé et rappelé souvent qu'il nous faut concevoir l'accessibilité non pas sous un angle élitiste, donc de spécialistes, parce que le problème en France notamment, c'est que l'accessibilité est souvent conçue par des professionnels du handicap. Et Muriel Homo le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est instructeur en locomotion qui s'occupe de ça. Donc il a l'habitude de rendre les personnes handicapées autonomes. Or, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, la population vieillit. Et c'est surtout pour des personnes plus âgées qu'il faut concevoir l'accessibilité. Parce que quand on devient âgé, 3e et 4e âge, et il y en aura de plus en plus, on surajoute des handicaps. La personne très âgée voit mal, marche mal, entend mal. Donc il ne faut pas se contenter de mettre une signalétique en braille. Ils ne peuvent pas apprendre le braille quand ils sont très âgés. Ils ne l'apprennent pas. Donc il vaut mieux une signalétique en relief et pas toujours forcément en braille. Ça n'est souvent pas suffisant. En France, 20% seulement des malvoyants lisent le braille. C'est des notions qu'on oublie vite. Quand on est spécialiste professionnel de ces questions-là, on oublie vite ça. On considère qu'avec une canne blanche, c'est bon. On dit par exemple aux personnes handicapées visuelles en France, vous verrez souvent les instructeurs en locomotion, attendez de ne plus entendre le flux des voitures et vous pouvez traverser. Mais une personne âgée n'entend pas le flux des voitures. Donc ce ne sont pas des bonnes méthodes d'éducation. Nous devons concevoir la ville et les bâtiments publics pour des personnes qui vont vieillir, qui vieillissent, notre population vieillit, et nous devons ne pas avoir une conception de l'autonomie élitiste, qui ne s'adresse qu'à des jeunes qui ont appris très tôt à se débrouiller seuls. Là, il y a un problème d'information, mais bon, Claude Gilbert va peut-être nous en parler. D'information, elle en a fait de l'information, mais il y en a encore à faire. Et un problème de formation, vous l'avez évoqué ce matin, et je crois aussi que les personnels devraient avoir une formation. Mais ce n'est pas facile à mettre en place, parce que vous avez eu un petit échec récemment sur une session de formation, mais c'est vrai qu'il faudrait que les personnels qui sont dans les musées, eh bien, ils apprennent à recevoir des handicapés. On en a parlé toute la matinée. Il y a des techniques particulières. Il faut les connaître. Ça ne s'invente pas forcément. Oui, Françoise Bayeul, je m'occupe d'une association de non-voyants au Havre, la Fondation Louis de la Mare. Et j'organise les voyages que nous faisons régulièrement. Et donc, nous visitons souvent des musées. Et moi, je ne sais jamais quels sont les musées qui sont justement ouverts plus spécialement aux non-voyants. Bon, nous sommes allés à Riom, mais c'était tout à fait par hasard que j'ai découvert que là, tout le monde était très très intéressé justement par cette expérience de Riom. Il y a un gros problème d'information. Bon, il y a, c'est vrai, la puissance publique, j'allais dire, qui peut faire de l'information, mais il y a un gros problème au niveau des associations. Au niveau des associations, il y a une forêt d'associations, hein, avec tantôt des fédérations qui sont régionales, départementales, nationales, avec les associations qui sont spécialisées sur tel handicap, d'autres généralisent, etc., etc. Et chacun a son bulletin de liaison, chacun a son journal, même si ça s'appelle une fédération nationale. Alors l'information, elle va passer dans un bulletin et pas dans les autres. Et au niveau des musées nationaux, peut-être? Alors peut-être, oui. L'information, c'est quelque chose de très très compliqué à mettre en œuvre. Moi, je travaille à la direction des musées depuis 1990, dans un service qui s'appelle le département des publics. J'ai mis 4 ans à obtenir qu'il y ait, dans le guide des services culturels que nous éditons tous les 2 ans, un champ qui informe le grand public des services qui sont proposés aux personnes handicapées. Donc, vous voyez combien même à l'intérieur d'un service, les choses sont compliquées. Pour les personnes handicapées visuelles, j'ai édité l'année dernière un guide en braille abrégé et intégral des 120 musées qui proposent des visites dans les musées. Il a été édité à 700 exemplaires. Le précédent avait été édité à 200 exemplaires. Je l'avais gardé pendant 3 ans. Je me suis dit, bon, 700 exemplaires, c'est fabuleux. Là, travaillant avec l'imprimerie Braille du ministère de l'Intérieur, en 3 mois, ce guide a été épuisé. Alors, je dirais 3 choses. Le premier ingrédient, c'est la convivialité et la simplicité des rapports qu'il faut établir les uns avec les autres. La deuxième idée, c'est l'expérimentation.
On peut avoir les meilleures idées du monde, si on ne travaille pas avec les visiteurs concernés, on se plantera beaucoup plus qu'on ne fera de choses bien. Et la troisième chose, je crois que vous en êtes bien persuadé après tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est de créer des réseaux en tout genre. Un maillage autour d'un musée avec tous les partenaires possibles, un maillage entre les conservateurs qui ont les mêmes intérêts, un maillage Paris-Province, enfin bon, tous les maillages que vous tricotez, vous, tout ce que vous voulez, mais tricotez.